aussi à emporter. Sur Solendro.com, les boxers sont à partir de 9 €. Solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Vous pouvez maintenant préparer une délicieuse tasse de thé ou d'infusion avec votre machine à espresso grâce aux capsules Lipton. Chaque capsule contient une recette unique pour une tasse au goût parfumé et intense, simplement préparée avec votre machine. Profitez de l'intensité Lipton en capsule avec votre machine. Lipton, Pimoti. Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour et bienvenue pour une édition spéciale de Dimanche en politique en Bourgogne-Franche-Comté à l'occasion du premier anniversaire de la nouvelle grande région. Dans 50 minutes, vous pourrez poser directement vos questions à la présidente Marie-Guide Dufay. Mais tout de suite, nous allons revivre en images les premiers pas de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un magazine proposé par Catherine Mziri. À tout à l'heure. Sophie Montel, 24. Vous êtes dans la caricature des socialistes, vous incarnez cette caricature du gaspillage. On va travailler pour rien, quoi, si ça continue. C'est un service qui risque de disparaître si on n'arrive pas à le produire à un coût différent. La honte de la région, vous êtes Il ne faut pas se comporter comme des goujats. Je n'accepte pas qu'on nous traite de demeurer. Moi, je n'emploie pas les mots du capitaine Haddock. Je me suis dit, il faut quand même que je mette les pieds dans le plat. Les élus, eux, s'augmentent de 20%. J'insiste là-dessus. C'est une provocation. Le chemin des écoliers fait le tour de mon village. On le prend. Au musée de l'école de Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, rien n'a bougé depuis des décennies. On y fait la classe comme autrefois. On s'adresse, on se tient bien droit, Milo. Caché sous les noisetiers, mais après... Seule nouveauté, la leçon de géographie, version 2016. Qu'est-ce qui s'est passé récemment en ce qui concerne notre région? On va demander ça à Anaël. Le 1er janvier 2016, la Bourgogne s'est associée à la Franche-Comté. Très bien. Quel est le chef-lieu maintenant de cette région, cette nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté? Monsieur Garot. Le chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté est Dijon. Très bien. La région Bourgogne-Franche-Comté est peuplée de 2 821 814 habitants. Précisément. Très bien, monsieur Louis. « 4 janvier 2016, 9h du matin. On installe à la hâte la nouvelle enseigne du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ambiance rentrée des classes pour les 100 conseillers régionaux. On le prend à tous les âges, le chemin des écoliers. À l'intérieur de l'enveloppe, vous allez trouver un plan de la salle avec votre nom Stabilo Bosté pour savoir où vous vous situez dans l'hémicycle. Voilà. Ensuite, je vous invite à rejoindre la galerie. On va vous prendre en photo, vous demander quelques renseignements. Et puis au bout de la galerie, vous trouverez un petit café. D'accord. La socialiste Marie-Guide Dufay arrive à son tour. Sa liste a remporté l'élection. Elle brigue aujourd'hui la présidence du nouveau conseil régional. En attendant le moment crucial du vote, elle suit le même parcours que les autres élus. Le plus difficile, c'est d'établir une relation avec eux, avec le sujet. Vous avez passé de bonnes fêtes? Je vous remercie. Souvent, ils ont du mal avec leur image des hommes politiques. Difficile, hein? Vous regardez dans l'objectif, vous ne regardez pas les caméras. Je regarde?
Voilà, vous regardez dans l'objectif. Voilà. C'est dans cet hémicycle que se déroulera le vote cet après-midi. La présidente potentielle donne quelques consignes à son équipe. Il y a tellement de travail à venir qu'il faut rester cool pour faire les choses méthodiquement. Chaque chose en son temps. Chaque jour suffira sa peine si on veut faire du bon boulot. Bonne résolution de début d'année, être cool et solidaire. Jouer collectif. Ah oui, ce que j'étais en train de dire, se serrer les coudes. Et justement, les ennuis s'annoncent déjà. Le conseil régional compte 100 élus, dont 51 issus de la liste de Marie-Guide Dufay. Mais, dans cette majorité étriquée, les 2 élus PRG du Parti radical de gauche veulent montrer leur indépendance. À commencer par Patrick Molino, croisé au détour d'un couloir. La bise de Nouvel An, même si on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout, mais je ne doute pas de votre capacité à réunir. Réunir sa majorité, elle va d'ailleurs en discuter avec les élus socialistes. Bonjour, bonne année. Ça se passe comment là? Eh bien ça se passe qu'on organise l'intendance, le fonctionnement du groupe, les commissions. Les relations avec le PRG. Les relations avec le PRG. Et alors ça se passe comment là? Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Bonne année à tous. Vous avez repris des forces. Et on n'en apprendra pas davantage. Bon, je vous mets un bisou. Voilà, devant tout le monde. Ça sera pour la presse. Et c'est le moment du vote. Les 2 élus radicaux de gauche vont-ils jouer le jeu de la majorité? Majorité absolue requise 51 voix. Ont obtenu Marie-Guide Dufay 49, Sophie Montel 24. Il va être procédé à un 2e tour de scrutin. La droite qui n'a présenté aucun candidat a voté blanc. Le groupe Front National a porté ses 24 voix sur Sophie Montel et comme les socialistes le craignaient, les 2 élus PRG ont voté blanc. Première fissure dans le groupe majoritaire. Un 2e tour a lieu. Dufay. Sans surprise, cette fois-ci. Marie-Guide Dufay 51, Sophie Montel 24. J'invite la nouvelle présidente à prendre la place à la tribune et je lui cède la présidence de l'Assemblée. Je suis bien contente de lui redonner sa place. La nouvelle présidente fixe les grandes orientations de son mandat. Je veux aussi m'adresser à tous les agents dont je perçois bien les questionnements, les inquiétudes, pour leur rappeler les engagements que j'ai pris de n'effectuer aucune mobilité géographique contrainte. Nous disposons en Bourgogne-Franche-Comté de nombreux gisements d'emplois dans des secteurs où nous incarnons l'excellence. C'est le cas dans le secteur de l'industrie où nous devons rester l'une des premières régions industrielles de France. Nous sommes aussi une grande région agricole qui dispose de ressources considérables qui font la renommée internationale de notre territoire. Il s'agit de développer des modes de transport plus collectifs en investissant sur la modernisation du service public ferroviaire. Je vous remercie. Rassurer les agents des 2 ex-conseils régionaux, aider l'agriculture en crise, mettre sur des rails le développement économique et les TER. Allez, on commence notre voyage en Bourgogne-Franche-Comté. Mesdames, Messieurs, le Conseil régional de Bourgogne, Franche-Comté et SNCF vous souhaite la bienvenue à bord du TER Bourgogne à destination de Dijonville. Les transports pèsent lourd dans le budget régional. 225 millions d'euros sont consacrés au TER, les trains express régionaux. Le Conseil régional est autorité organisatrice des transports.
Comprenez que c'est la collectivité territoriale qui doit mettre en place et financer les transports de voyageurs. Michel Neugnot, le premier vice-président du conseil régional, est chargé, entre autres, des transports. Éric Sinotti, c'est le directeur de la SNCF de Bourgogne-Franche-Comté. Ces deux hommes se retrouvent sur la ligne Dijon-Beaune pour discuter de l'avenir des TER. Moi, je suis persuadé qu'on peut arriver à faire ça dans un prix raisonnable, sans augmentation, si on arrive à utiliser le personnel et des roulements peut-être totalement différents de ce qui était conçu avant. On fait vraiment des efforts très importants, à la fois en termes de matériel, puis à la fois en termes de ressources humaines, pour optimiser les choses et faire en sorte qu'on vous propose une offre qui soit commercialement plus attractive et qui soit financièrement mieux disant pour la région, c'est important. Les TER, c'est tout d'abord un maillage du territoire avec 603 gares et 500 trains qui transportent chaque jour 61 500 voyageurs. Dans ces TER, nous avons tout d'abord rencontré des gens heureux. Exemple ici, entre Besançon et Morteau. Qu'est-ce que vous en pensez de ce TER ? Il est agréable, il y a des prises, il fait bon. C'est bien, c'est propre. Pour moi, ils sont propres, les trains sont propres, il n'y a pas de problème dans le train. Bien. Faire le trajet en voiture, peut-être un peu plus court, mais avec les routes, comme on voit là, avec la neige, c'est pas évident du tout en hiver. Moi, le TER, j'ai pas trop le choix vu que j'ai pas le permis, mais c'est bien, et puis pour le prix, c'est cool. Changement d'ambiance en gare de Montbard. Ce matin d'août, des voyageurs attendent le 6h07. Départ initialement prévu à... Il est en retard. Ils vont travailler à Paris. Montbard-Paris, 243 km tous les matins et tous les soirs. Ici, comme dans d'autres TER, les retards représentent la première cause de mécontentement. Encore hier, le train a eu plus d'une heure de retard en retour, 1h15 exactement. C'est vraiment aléatoire. Non, c'est vrai que les retards, on y est habitué, il faut s'y habituer. Je suis ici par exemple à 5 minutes de retard. Le contraire m'aurait surpris. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. On est déjà à 91% de TER qui arrivent à l'heure tous les jours en Bourgogne-Franche-Comté. Un peu plus en Franche-Comté, un peu moins en Bourgogne, mais on est sur des niveaux de régularité très satisfaisants par rapport à la moyenne des transports en France. 91%, ça vous suffit? C'est jamais assez. L'objectif qu'on s'est donné, c'est d'essayer de tangenter progressivement les 94-95%. La SNCF va mettre en place un nouveau calcul. Elle comptera non seulement le nombre de trains en retard, mais aussi le nombre de voyageurs concernés. Autre source de mécontentement, le coût. Ça vous coûte combien à l'année de faire Montbard-Dijon? Je prends au mois 129 €, je crois. Ils sont chers, toujours, toujours trop chers. Là, on a pris un pass, donc c'est 32 € l'aller pour nous trois avec le chien. Et puis sinon, comme on a fait sur 3 jours, on a fait 2 fois 32 €, donc ça fait quand même 64 €. Ça fait cher pour ça quand même. Ça fait un peu cher pour 25 € pour 90 km. Ça reste cher, mais on est remboursé à 50% par l'entreprise, donc ça joue. Et encore, les voyageurs ne paient pas ce que leur trajet coûte réellement. Il faut bien comprendre que c'est un service public conventionné où le prix du billet représente en moyenne, maintenant sur la Bourgogne-Franche-Comté, que 28% du coût du service que l'on a à assumer. Et tout le travail que l'on veut à l'avenir, à travers la liberté tarifaire, à travers l'expérimentation d'ouverture de certaines lignes à concurrence, à travers un nouveau mode de production que la SNCF s'engage à faire, ce que l'on veut, c'est faire en sorte qu'on ait réellement une bonne adéquation entre le prix payé par l'usager et le service rendu. Mesdames, messieurs... C'est l'enjeu, faire mieux, plus compétitif. En 2023 au plus tard, le marché s'ouvrira à la concurrence. Des trains privés, la région y pense. Elle pourrait mettre en concurrence SNCF et entreprises privées sur quelques lignes.
Alors vous considérez qu'avec la région, c'est un rapport de force ou c'est un partenariat? C'est une co-construction, c'est obligatoire, puisqu'on a quand même des intérêts convergents. Il y a des moyens qui sont mis pour le service public ferroviaire et on se sent responsable de cet argent public qui est versé à la SNCF pour exploiter les TER, parce que ces poches ne sont pas extensibles, et donc on doit travailler de façon plus efficace. On fait des crochets courts, par exemple, c'est-à-dire que le personnel, il ne reste pas 1 heure ou 2 heures entre 2 trains, mais il arrive à Besançon, et dans la demi-heure qui suit, il peut repartir à Dijon. On optimise, comme on dit, les roulements. Et ça passe au niveau des syndicats? Je crois que les cheminots sont conscients que quand on développe le ferroviaire, il faut qu'ils apportent leur contribution. Et leur contribution, c'est de revoir leur organisation, être plus longtemps en cabine ou à bord pour les contrôleurs, parce que c'est là qu'ils sont plus productifs. On ne peut plus continuer comme par le passé parce que c'est un service qui risque de disparaître si on n'arrive pas à le produire à un coût différent. Michel Neugnot a bien raison de s'inquiéter. À la SNCF, cette mutation risque de provoquer quelques réactions sociales. Le Conseil régional de Bourgogne, Franche-Comté et SNCF espère que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaite une bonne fin de journée. Autre mouvement d'inquiétude dans les 2 anciens sièges des conseils régionaux. Cette fusion Bourgogne-Franche-Comté stresse les personnels. D'ailleurs, seuls les responsables syndicaux ont accepté de parler devant la caméra. Ah salut, t'es là. Ah bah t'es arrivé, t'as réussi. Au début de son discours, la nouvelle présidente a voulu rassurer les agents de Dijon et de Besançon. Un petit café, un petit thé. Un petit café. Plus de 4000 agents travaillent pour la région, dont 3118 comme personnel de service dans les lycées, 550 au siège à Dijon, 450 à celui de Besançon. Et dès l'annonce de la fusion, une longue période d'incertitude a débuté pour eux. Ah mais de toute façon, ce qu'on constate, moi je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en tout cas c'est que 100% disent qu'ils sont plus angoissés qu'avant les vacances, à la première question. Oui, nous c'est pareil. C'est ce qu'a dit le médecin du travail d'ailleurs, la dernière fois, au CHSCT. C'est ce qu'on peut confirmer. La CFDT a distribué un questionnaire aux agents pour connaître leur état d'esprit. Un truc rigolo quand t'avais demandé, pour faire les nuages de mots. L'état d'esprit, c'est confusion, incertitude, aucune visibilité. Moi c'est opacité, incertitude, incertitude, attente, fin d'une époque. Non. Oui, c'est un changement d'époque pour eux, avec de véritables bouleversements dans leur travail. Certes, la présidente a dit pas de mobilité géographique forcée, mais que ça veut dire aussi qu'ils seront peut-être obligés de changer de métier s'ils ne veulent pas bouger, quoi. Quelle est l'ambiance? L'ambiance, elle est très silencieuse, avec une espèce d'angoisse silencieuse, parce que finalement, chacun se dit... faut pas que j'en dise trop, il faut que je me présente sous mon meilleur jour. Ces fonctionnaires ont déjà subi des réformes, mais cette fois-ci, c'est leur statut qu'ils jugent remis en cause. Quand ils sont rentrés dans la fonction publique, le contrat, limite le contrat moral, il était, tu rentres dans la fonction publique, tu as un certain niveau de salaire qui, pour certains, est moindre que dans le privé. Par contre, ton statut reste calme, figé, à longue durée. Or là, c'est un événement inédit qui n'est jamais arrivé en France, où les 2 structures, les 2 collectivités n'existent plus, et on en crée une 3e avec tout qui change. Donc pour eux, certes, ils ne sont pas délocalisés à Shanghai ou à Moscou, mais c'est quand même comme une cassure de leur contrat d'origine. FO a toujours été vent debout contre cette fusion. Maintenant, le but du syndicat est simple, en limiter les effets négatifs. Des différences existent entre les agents de Bourgogne et ceux de Franche-Comté. Pour FO, il faut simplement harmoniser par le haut. Les régimes indemnitaires, c'est par le haut. Les acquis sociaux, c'est par le haut. Pourquoi on irait par le bas? Il n'y a aucune raison. Nous, on est des salariés, on est des agents de la collectivité, chacun, on a une vie, on a investi, on a des crédits, on a tout ça. Pour quelle raison on baisserait nos indemnités?
Alors que les élus, eux, s'augmentent de 20%. J'insiste là-dessus. C'est une provocation que nous, on ne peut pas accepter. Peu d'informations, lenteur de la mise en place, incertitude. Pour et faux, c'est fait exprès. Le conseil régional distille petit à petit les informations pour éviter qu'il y ait le feu dans la maison. Voilà, clairement. Parce que vous pensez que le flou est entretenu? Bien sûr que le flou est entretenu. À l'étage de la direction, forcément, autre vision de la nouvelle organisation. Valérie Châtel est directrice générale des services. Entre autres, elle gère le personnel. Elle comprend le malaise, mais elle veut positiver. Ces périodes, effectivement, qui peuvent provoquer de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on travaillera ou si on doit changer de responsable hiérarchique, se mêlent aussi d'envie d'apporter quelque chose, de voir changer les choses. Ça, c'est votre vision optimiste des choses. J'ai une vision optimiste des choses et je pense qu'on a intérêt à le porter parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer des collectivités, pas plus que n'importe quelle structure, qui soit purement statique. On essaie de conduire un changement qui est un changement progressif et le moins violent possible. C'est-à-dire, il faut accompagner les personnes. On est convaincu que ce sont les compétences des personnes qui font la qualité du travail et que donc derrière, s'il y a quelques situations où il faudra effectivement suivre individuellement des personnes, nous mettrons en place le suivi individuel qui sera nécessaire. Valérie Châtel est une ancienne DRH, directrice des ressources humaines. Il fallait bien ce genre de profil pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages. D'autres aiment jeter de l'huile sur le feu. Eh ben, on y va alors. On voit Jean-Louis Fousseret et François Rebsamen, les deux maires socialistes de Besançon et Dijon, prendre le TER entre leurs deux villes. Mais ça, c'était avant l'affaire du tribunal de commerce spécialisé, promis à Besançon et finalement donné à Dijon. Vous comprenez maintenant notre effarement, notre surprise de voir dimanche, moi totalement par hasard, sans avis, sans échange, sans rien, que le décret, effectivement, venait d'être publié au journal officiel, 28 février, avec tout simplement Besançon, remplacé par Dijon. Le tribunal de commerce spécialisé s'occupe des entreprises de plus de 250 salariés et d'au moins 20 millions de chiffre d'affaires. Il ne traite que quelques dossiers par an, mais c'est un symbole tellement fort que François Rebsamen aurait manigancé jusqu'à l'Élysée pour l'obtenir pour Dijon. Il y a des jeux d'influence, j'appelle ça des intrigues de palais, et puis des méthodes que je ne voudrais pas qualifier. J'avais entendu dire que c'était parce qu'il y avait une république des copains. J'aime pas qu'on dise des choses comme ça. Moi, je veux une république effectivement irréprochable. Est-ce que vous avez dit qu'ils avaient des comportements de gougnafier il y a 2 jours? J'ai dit, vous savez, c'est des trucs un peu de, comme on dit, il ne faut pas se comporter comme des goujats. Je n'accepte pas qu'on nous traite de demeurer. Moi, je n'emploie pas les mots du capitaine Haddock. Simplement, des fois, il ne faut pas me chercher. Voilà. Vous vous sentez méprisé? D'une certaine façon, pas moi. C'est pas Jean-Louis Fousseret, c'est pas important. Mais au-delà, quelque part, oui, c'est une forme de mépris vis-à-vis des francs-comtoises et des francs-comtois. On ne lèse personne en faisant ça. L'environnement est à Besançon, le super rectorat est à Besançon, la directe est à Besançon. Donc voilà, simplement, il ne faut pas se plaindre tous les jours. Dijon en locomotive et Besançon à la remorque. Dijon est devenue la capitale de la nouvelle région. Besançon, capitale de l'ancienne Franche-Comté, est sur la défensive. Et puis, dans les deux anciennes régions, beaucoup de peur, d'angoisse. La fusion Bourgogne-Franche-Comté n'est pas une affaire qui roule. Ça grince, coince, crisse, se crispe. Ne pas faire fausse route, penser à l'équilibre entre tous les territoires, Dijon et Besançon, mais aussi les petites villes, les zones rurales. Construire cette nouvelle région passe maintenant par une étape importante, le budget. Salut. Il est 6h30 ce matin-là. 4 conseillers régionaux socialistes se sont donné rendez-vous à Besançon. Ils vont au conseil régional à Dijon ensemble. En route parce qu'on soit à 8h là-bas. Le covoiturage, c'est bon pour économiser le carburant et ses forces aussi. En effet, la journée s'annonce longue. Aujourd'hui, on va parler gros sous. À l'ordre du jour, le vote du budget. C'est un moment clé de cette première année de mandat. Je suis heureuse de cette étape parce qu'il fallait le faire en 3 mois, d'additionner ces 2 budgets. Puis c'est un peu le point de départ du vrai travail.
c'est un budget dans une plus grande région, c'est un budget qui prépare de nouvelles compétences que l'on va prendre. Un peu le trac ? Ah non, vous me voyez. Ah, même pas peur. Le premier budget de cette nouvelle grande région, est-ce que vous avez un peu le trac ? Ah non, parce qu'on a totalement préparé. Vous maîtrisez tout ? On maîtrise tout. Merci de rejoindre votre place. Tout est maîtrisé ? Pas vraiment en fait. Marie-Guy Dufay commence à peine son discours, elle évoque le mouvement Nuit debout. Dehors et debout. Quand justement, stupéfaction, brouhaha, flottement. Ce n'est pas très honnête de votre part. Ce n'est pas honnête du tout. Et vous voyez là, je n'ai pas du tout envie de vous donner la parole dans ces conditions. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. De l'ordre. Ce n'est pas vous qui faites la loi dans cette assemblée. Je suis désolée. Ce n'est pas acceptable. Retrait de la loi de travail, ni amendable, ni négociable. Revenir après l'expression budgétaire. Et là, nous vous entendrons pour une prise de parole de 10 minutes de votre part. Ce qu'il faut, madame, c'est surtout pas leur donner la parole dans cette enceinte. C'est un coup de force, ça s'apparente à des coups d'État, ces affaires-là. Donc moi, je vous demande de faire intervenir la police, de les évacuer, et je n'accepterai pas qu'on les laisse parler dans cette enceinte qui est une enceinte réservée à des élus. La parole publique est chassée par les fascistes. Les manifestants, sortis par la police, ne reviendront pas. Après cette interruption de séance, le débat budgétaire peut vraiment commencer. Vous avez arnaqué les Français d'une manière absolument odieuse en essayant de leur vendre que la fusion des régions allait être source d'économie. Vous êtes dans la caricature des socialistes, vous incarnez cette caricature du gaspillage, des hausses de dépenses de fonctionnement. Il est hors de question de faire des économies sur les services rendus aux habitants, que ça soit par les stages pour les demandeurs d'emploi, que ça soit les dotations de fonctionnement des lycées, que ça soit les dessertes TER. Tout cela, c'est du fonctionnement. Et j'entends l'opposition me dire il faut faire des économies sur le fonctionnement. Je ne veux pas faire d'économies en direction des habitants. Déjà, en début d'année, les élus de la majorité ont voté une augmentation de 20% de leurs indemnités conformément à la loi. Un conseiller régional perçoit 2 509 € bruts. Un vice-président 3 193 et Marie-Guy Dufay 5 512 €. Autre augmentation décidée par la majorité, celle de la carte grise. Le cheval fiscal coûtait jusqu'à maintenant 51 € en Bourgogne contre 36 en Franche-Comté. Proposition, le faire passer à 51 € pour la nouvelle région. La droite et le Front National s'opposent à cette hausse. Ils veulent une harmonisation par le bas, pas par le haut. Pour que chacun comprenne bien, pour une 308, ça fait quand même une hausse de 75 €. 75 €. Ben je vous redis que cette hausse qui fait de nous la deuxième région française la plus chère pour les cartes grises est inacceptable. Non seulement on ne fait aucune économie, mais on augmente les dépenses. Et puis comme on sait qu'en 2017, on n'aura plus assez d'argent pour faire le budget, on décide en même temps d'augmenter de 17 millions la carte grise des francs-comtois. Et c'est donc les francs-comtois qui vont payer, avec l'augmentation de la carte grise, le déficit de 2017 lié à la baisse des dotations de l'État. Je veux une région ambitieuse, il faut quelques moyens. Et le seul levier fiscal que nous avons, c'est celui-là. J'ai fait un choix, c'est la responsabilité politique. Je l'assume. Arrêtons le montant du budget primitif 2016 à 1 557 151 973,61 €. Qui est contre ? Donc, les Républicains, le Front National, qui s'abstient, personne,
qui votent pour le reste de l'Assemblée, c'est-à-dire la majorité. Sans surprise, le budget est donc adopté par les 51 conseillers régionaux de la majorité. La droite et le Front National ont voté contre, avec presque les mêmes arguments. On est dans la caricature socialiste, c'est-à-dire politique de la ville, vivre ensemble, c'est toujours le même verbiage, augmentation de la taxe sur les cartes grises, sur les certificats d'immatriculation. Donc voilà, j'ai rien vu de transcendant dans ce nouveau budget. Moi qui siège depuis un certain nombre d'années au conseil régional, on est dans la continuité de la gestion de Marie-Guilde Dufay. Et puis il n'y a pas d'économie, vous le voyez bien, aucune économie. Les charges à caractère général vont augmenter. Elle nous a même avoué que si elle pouvait, elle aurait pris encore plus de personnel. Alors que chacun sait bien, et toutes les régions le font, c'est débaisser les dépenses de fonctionnement et puis mettre le paquet sur l'investissement et sur l'emploi et sur la formation. Emploi, développement économique, aide aux entreprises, ces mêmes mots résonnent souvent au conseil régional. L'économie de Bourgogne-Franche-Comté va mal. Dans le paysage économique de notre région, l'industrie est en pleine crise. Délocalisation, désindustrialisation, suppression d'emplois. Entre 2008 et 2015, l'industrie de Bourgogne-Franche-Comté a perdu 32 000 salariés et l'hémorragie se poursuit en 2016. Des entreprises en danger font la une de l'actualité. Entre 3 et 5 000 personnes venues dire non à la fermeture de l'usine Alstom. Alstom, c'est l'ADN de Belfort. Vouloir nous l'enlever, c'est nous arracher une partie de nous-mêmes. On est sur un site qui est plein de compétences. Donc je dis qu'il faut faire vivre ces compétences et qu'on oublie la logique financière. Les employés de Logo manifestaient en début d'après-midi devant leur usine pour défendre leur emploi. Les 180 salariés de la lunetterie Logo restent mobilisés. Ils espèrent tous que l'activité de l'usine sera maintenue. Alia vient d'annoncer la fermeture de son site de production de Digoin. Alia Digoin, c'est une institution depuis près de 100 ans. Ici, on fabrique de la faïence pour salle de bain. Pour moi, c'est une trahison parce que tout a été fait pour que le site ferme en fait. Pourtant, dans notre région, toujours la plus industrielle de France, 170 000 personnes travaillent encore dans ce secteur, soit un salarié sur 4. Alstom à Belfort, Logo à Morée, Alia à Digoin. Mais que peut faire le vice-président chargé de l'économie ? C'est une thématique qui est très complexe parce qu'elle ne dépend pas que du pouvoir de la région. Elle dépend de décisions très portées. Le pouvoir, vous l'avez ou vous ne l'avez pas ? On l'a, mais je pense que je ne veux pas faire comme d'autres ont dit, en matière économique, on n'a pas tous les pouvoirs. On est là pour accompagner des entreprises. Et quand je parle des décisions qui sont prises par des dirigeants, il y a des actionnaires. Oui, vous avez quand même peu de pouvoir coercitif. Peu, effectivement. Mais c'est malheureux de rentrer dans l'économie régionale par ces dossiers, parce que par ailleurs, il y a beaucoup de domaines qui, heureusement, sont plus positifs, quoi. Création et immobilier d'entreprises, exportation ou encore formation, la région gère l'économie. Les chefs d'entreprise, pour la plupart d'entre eux, ignorent les compétences des collectivités territoriales, mais ils savent une chose, elles leur coûtent cher en impôts et en taxes. Le sentiment qu'ils ont, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de recherche systématique d'économie dans le fonctionnement de ces entités à tous les niveaux, de telle sorte qu'il y ait moins de poids de la fiscalité locale sur les entreprises et surtout une fiscalité plus compréhensible. Pour l'instant, on attend. J'ai l'impression qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas très bien quoi. La problématique des entreprises, c'est d'être sûr que les collectivités locales travaillent en cohérence et que dans l'ensemble, il y a une recherche d'économie. Les chefs d'entreprise formulent une autre demande, mieux adapter les formations à leurs besoins. C'est la région qui est responsable de la formation professionnelle. Et depuis plusieurs années, les entreprises peinent à recruter du personnel qualifié. On a d'un côté un niveau de chômage qui est très élevé et qui est un véritable problème social et économique en France. On a également beaucoup d'argent investi dans la formation professionnelle avec un plan extrêmement important mis en œuvre déjà en 2016. Et dans le même temps, les entreprises n'ont pas l'impression que ces formations correspondent à leurs besoins et qu'elles ont toujours autant de mal à trouver des emplois. Et ceci est vrai dans tous les secteurs d'activité d'une façon surprenante. Martial Deveau fait le même constat.
Le directeur du site Stanley à Besançon ne trouve pas de salariés formés. Alors il organise lui-même, en interne, leur mise à niveau en CQPM, comprenez en certificat de qualification paritaire de la métallurgie. Il y a des gens qui veulent travailler, qui sont motivés, etc., puisqu'on en a régulièrement. Mais par contre, on est obligé de les amener à un niveau de formation qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On prend des jeunes qui sortent soit du bac, soit même d'un bac pro ou un CAP, etc. Et on les prend chez nous, on les forme sur 6 mois de temps, 2 jours par semaine. Donc 2 jours où ils travaillent au poste sur lequel ils seront plus tard, et en même temps, 2 autres jours, ils font une formation CQPM. Est-ce que ces jeunes, vous les embauchez ? Oui, 99% sont embauchés. Améliorer la carte des formations, soit. Encore faut-il trouver des jeunes qui veuillent travailler dans ces secteurs d'activité. Il va falloir que la région adapte ses outils de formation à des besoins plus spécifiques des territoires. Mais il faut aussi attirer le public. Parce que c'est vrai qu'on est une région très industrielle, mais pas seulement, il y a de l'agriculture, il y a du bâtiment, etc. Et on voit bien qu'on a quand même des métiers en tension. Il faut qu'on puisse faire envie d'aller travailler, d'être soudeur, d'être fraiseur, de retravailler sur des métiers comme ça. Donner envie, c'est l'objectif de ce spot du Concert régional de Franche-Comté et diffusé dans les salles de cinéma de la région en 2013. La région Bourgogne-Franche-Comté est une région industrielle, agricole également. On recense dans notre région 43 000 agriculteurs et 28 000 exploitations. Ce secteur est lui aussi en pleine tourmente. Aucune production n'est épargnée. Crise des céréales, crise du lait, crise de la viande. Pourtant, des filières d'excellence existent. Les paysans bourguignons et franc-comtois sont très fiers de 2 races bovines. On compte 465 000 charolais pour 7 600 éleveurs et 270 000 montbéliardes pour 4 500 éleveurs. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous présente l'éleveur charolais. Alors là, vous êtes dans le moment. La spécificité. Ah là, on est dans le moment. Là. Si vous passez la rivière, on est dans l'Auxois. Ah bon, d'accord. Alors vous dites Morvandiau ou bien Auxerrois? On est des Morvandiaux, je dirais. Sophie Fonkerny, vice-présidente à l'agriculture, exploite une ferme laitière dans le Doubs. Ici, elle est accueillie par Laurent Choublet, éleveur de charolais. Il possède 400 bêtes et il n'a pas le moral. Puis alors la crise bovine qui affecte toute la filière, qu'est-ce que ça veut dire pour votre exploitation concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'en gros, on va travailler pour rien, quoi. Si ça continue, nous, on est obligé de dégager. On a un gars à 3, où on va dégager une misère, quoi, chacun, quoi. Et donc là, ça devient pas facile à tenir le choc parce que le prix de la viande s'est cassé le nez. On vendait des vaches l'année dernière au prix de 4 €, quoi. Et puis aujourd'hui, on arrive à des 3,40, 3,50 dans de la vache très correcte. Laurent, ses fils et son épouse, ils élèvent des vaches charolaises pour faire un beefsteak de qualité. Et ça a un coût. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir de l'herbe verte en Bourgogne-Franche-Comté, des paysans avec des contraintes financières, des contraintes agro-environnementales et pas avoir le prix. Le charolais, fleuron de la race à viande, ne se vend pas plus cher qu'une vache montbéliarde réformée. Et là, c'est difficile à avaler. La vache à lait, c'est son issue finale, mais disons que son issue, c'est déjà de faire du lait. Après, elle finit en steak caché ou tout ça. On ne peut pas comparer ces 2 viandes-là. Donc c'est la guerre entre vous? Non, c'est pas du tout la guerre. Simplement, nous, ce qu'on regrette, éleveurs de charolais, c'est qu'on voudrait quand même valoriser notre viande un peu plus cher qu'une montbéliarde. Mais ça, c'est pas du parti pris. J'ai rien contre une montbéliarde. Et si on arrive à se tenir la main et puis se défendre chacun dans l'objectif qu'on s'est fixé, on sera forcément plus fort. On peut trouver des programmes communs de recherche et là, pour le coup, faire des économies. Au lieu de faire des programmes de recherche, un en Montbéliard et un en Charolais, pourquoi pas imaginer un programme de recherche commun sur des points communs ou tout au moins sur des équipes d'ingénieurs communs. On est dans la société où on va très très vite dans l'info, mais on ne sait pas ce qui se passe chez son voisin. Donc l'opportunité de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de rassembler ces territoires, cette agriculture, et pour moi, c'est créer des synergies dans l'agriculture, comprendre les points forts de la Franche-Comté et de la Bourgogne,
et en faire vraiment une réelle opportunité pour l'élevage. Face à la mondialisation et à la grande distribution, quel rôle et quel pouvoir pour le nouveau conseil régional? C'est sûr qu'on ne peut pas intervenir dans les négociations avec les grandes surfaces, par exemple, ou sur les prix mondiaux. Mais par contre, on peut faire des choses très intéressantes au niveau des filières. Quand vous voyez ici la filière charolaise, qui est très peu différenciée du reste de la viande, de la consommation de viande en France, c'est quand même dommage. On voit bien qu'il y a quelque chose à travailler pour monter, non pas en qualité, mais en reconnaissance, cette viande de Charolais. Donc c'est ça qu'on va travailler cet après-midi. Cet après-midi-là, à Dijon, des représentants des deux filières, Charolais et Montbéliarde, se rencontrent au conseil régional. Chaque année sont exportés 14 000 Montbéliardes et autant de doses d'insémination artificielle pour un total de 2 millions d'euros. On a toujours été aidé au niveau du conseil régional Franche-Comté. On a toujours estimé que, vu les résultats qu'on avait dans nos traces, c'était une aide qui leur apportait un juste retour, puisque quand on nous donne 100 000 euros de subvention et que ça permet de ramener 2 millions d'euros dans la poche des éleveurs, je pense que c'est un bon investissement. Donc nous, on souhaiterait être toujours accompagnés au niveau de la grande région sur ces montants. Et puis en plus, après, sur le salon d'agriculture, qui est quand même une vitrine des races sur l'international, qu'on soit aidé, c'est un peu le but de la région aujourd'hui. Notre jury va commencer. Décision concrète prise ce jour-là au salon de l'agriculture à Paris. Charolais et Montbéliarde feront stand commun. Crise industrielle, crise agricole. Derrière ces mots, des hommes et des femmes qui perdent leur emploi, n'arrivent plus à vivre de leur travail. De l'urgence, économique, sociale, toujours de l'urgence. Et une région qui semble naître si difficilement, si lentement. Retour à Besançon dans le bureau de la présidente. Rituel quotidien pour Marie-Guide Dufay, lire la presse régionale et nationale. Bonjour, ça va? C'est après le matin, c'est pas trop mal. Vous la lisez tous les matins? Tous les matins, oui. C'est important ce qu'on dit de vous, de la région? En 2 mois, non. 2 mois, ça me... Non, c'est pas moi. C'est ce qu'on dit, c'est la façon dont effectivement tous les déplacements sont rendus compte, comment notre action est lisible ou ne l'est pas. Ça me permet effectivement d'ajuster les choses. Et tout ça, c'est de la com', hein? Non, pas que. Non. Et je tombe sur cet article, le très haut débit est primordial, avec des déclarations de conseillers départementaux. Allez. Les départements ont la compétence pour développer le haut débit. La région ne peut leur apporter qu'un soutien financier. Comme c'est hyper technique, chacun y va de son explication. Mais oui, mais il va de son explication non pas en inventant des choses, mais en étant approximatif et puis en cherchant des boucs émissaires. Autour de la table, les 2 plus proches collaborateurs de la présidente. Son directeur de cabinet, Rodolphe Dumoulin, et sa directrice des services, Valérie Châtel. Eux mettent en place la fusion des 2 régions. Valérie Châtel est arrivée au printemps. Rodolphe Dumoulin était déjà le directeur de cabinet de Marie-Guide Dufay au temps de la Franche-Comté. Ça a été renforcé en 2014. On n'a pas à rougir, quoi. Budget en moins de 3 mois, nouvel organigramme en moins de 6 mois. J'aimerais bien savoir quelle boîte privée de cette taille-là arrive à le faire et être dans une relative paix sociale. Enfin, je fais un bilan qui est quand même tout à fait correct. Mais on ne peut pas nier le fait que la machine ne peut pas être totalement et immédiatement opérationnelle comme elle pouvait l'être dans les 2 anciennes régions. Il nous faut à la fois prendre notre temps pour construire les racines dont cette région fusionnée a besoin. Et puis en même temps, il y a une pression. On veut des résultats, on veut des signes. Les résultats, ils viendront au fur et à mesure du mandat. Nous avons 5 ans pour cela. Ce midi-là, Marie-Guide Dufay reçoit à déjeuner une hôte de marque, Christiane Barret, préfète de Bourgogne-Franche-Comté. Les 2 femmes se rencontrent régulièrement.
Marie-Guy Dufay l'a invitée aussi, elle n'y était pas obligée par la loi, à la première CTAP, Conférence territoriale de l'action publique. En fait, une rencontre au sommet dans la salle Edgar Faure où se tenaient les sessions de feu, le Conseil régional de Franche-Comté. Bienvenue les uns et les autres donc à cette... Ici, tout le monde est président d'agglomérations, de départements, d'associations de maires ruraux. Ces hommes et ces femmes, de droite et de gauche, dirigent des exécutifs. Est-ce qu'on sent des rapports de force entre les différents niveaux de collectivité ? Je ne le dirais pas comme ça, ce n'est pas des rapports de force entre les collectivités, c'est des interrogations pour que chacun soit reconnu, en fait. Hein, on voit bien, alors il y a les urbains, il y a les ruraux, il y a les communes, il y a les intercos, il y a les départements, il y a la région. Donc voilà, chacun souhaite évidemment qu'il soit reconnu, puisque après tout, la Constitution et le législateur les reconnaissent. Donc après, il faut que chacun trouve sa place. En fait, la discussion, c'est comment je trouve ma place. Si je ne me trompe pas de bureau, je crois... Une histoire de place. Jacqueline Ferrari a bien du mal à trouver la sienne au sein de la majorité régionale. Un café-débat a été organisé sur les Center Park, un dossier sensible. Cet élu écolo-démocrate n'a pas été invité, d'où sa colère. Pour ce café-débat, j'ai été, pour moi, oubliée. Oui, et j'ai trouvé ça dommage. Franchement dommage. Donc je me suis dit, il faut quand même que je mette les pieds dans le plat. Et puis, j'ai quand même beaucoup échangé avec Jérôme Durain. On est sur la même longueur d'onde, franchement. Et là, aujourd'hui, je peux dire, nous nous sommes compris. Et vraiment, on a avancé. Et comme je lui ai dit, c'est dans l'unité, dans le rassemblement, qu'on peut avancer. C'est ce qui permet de construire. Il faut effectivement avoir le soin de tout le monde et il faut toujours avoir le souci de rassembler. Vous avez besoin d'elle et besoin de tout le monde parce que vous n'avez quand même que 51 conseils régionaux. On a besoin de tout le monde, ça va nous obliger à être bon, à être dense et à être clair sur ce qu'on veut faire. Donc c'est plutôt finalement une contrainte qui est positive. Pas facile pour les départements. Jérôme Durain, président du groupe majoritaire, est un proche de Marie-Guy Dufay. Elle s'appuie aussi sur un autre bourguignon, Michel Neugnot, son premier vice-président. La majorité a tangué lors de la répartition des directions régionales entre Dijon et Besançon. Après le choix de l'État, Dijon comme capitale régionale, Marie-Guy Dufay a proposé pour Dijon l'environnement, l'agriculture, les transports, l'enseignement supérieur et la culture. Et pour Besançon, l'économie, les lycées, la transition énergétique, la formation professionnelle et le siège du conseil régional. Cette décision, comme l'augmentation des indemnités des élus ou de la carte grise, ne faisait pas l'unanimité dans la majorité. Ou un peu dédramatisé. Sur chacun de ces 3 points, il n'y avait pas consensus au début. Et il y a eu du temps de débat. Et au bout du compte, on a pu faire voter une majorité de façon claire et cohérente. Et avec une majorité qui a assumé ses choix difficiles. Donc quand on a assumé ça, moi, je pense qu'après on est capable d'avancer, ça donne de la force collective. Une majorité forte, voire invincible, c'est à voir. Le plan de mandat, c'est-à-dire le programme pour les 4 prochaines années, est élaboré. Le budget 2017 doit être voté le 13 janvier. La région aborde déjà son 2e hiver. La fusion Bourgogne-Franche-Comté est faite sur le papier, administrativement. Sur le terrain, entre services et entre professionnels, c'est une autre histoire. Et puis, pour qu'elle se réalise dans les cœurs, combien faudra-t-il d'années ? Allez, on arrête les comparaisons, les chez nous c'est mieux que chez les autres. À chacun ses grands monuments incontournables, Vézelay, Ronchamp, ses grands écrivains géniaux, Colette, Victor Hugo, ses grands sites magnifiques et ses grands crus sublimes. Autant les associer, non ? Bonne santé. Justement, notre voyage prend fin à la foire gastronomique de Dijon. Alors vous allez apprécier tout au long du repas c'est notre mariage aujourd'hui avec Johan. On a marié dans le menu la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc tout au long du menu, dans chaque plat, il y aura une association de produits. 2 chefs ont décidé de s'unir pour le meilleur et pour le meilleur. Et le mariage fonctionne bien entre vous deux, oui ? Ça va, on s'engueule pas trop. Ça fait un moment que ça dure. On est dans les noces d'argent là déjà.
Johan Chapuis, chef bourguignon à gauche, Romuald Fasnet, chef franc-comtois à droite. Ils ont l'habitude de travailler ensemble et pour le mariage de leurs deux régions, ils mettent les petits plats dans les grands. Là, c'est l'huile de moutarde qui est faite par un tout petit producteur qui est dans le Morvan, qui est Emmanuel Boissard, et qui fait une huile avec du son de moutarde. Avec le condiment moutarde, il fallait trouver un mariage juste, le vin jaune. Parce que cette puissance aromatique, la puissance du vin jaune avec le peps de la moutarde, ça fonctionne. Là, si on ne fait pas attention, en fait, c'est la moutarde qu'on porte tous. C'est comme si la Bourgogne écrasait la Franche-Comté, quoi. Et ça, on n'est pas d'accord. Ah non, parce que maintenant on est ensemble, on ne peut plus le dire. Table 5, on enlève. L'escarbœuf, donc farci girolles et escargots. D'accord, ok. Une croquette que d'escargots. Okay. On sert un bouillon de bœuf au trousseau et un petit peu de poivre de Sancho. Ah, si seulement la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté pouvait être aussi réussie que le mariage du Sandre et des Gaudes. Aussi efficace que les noces du Charolais et d'un bouillon de trousseau. Et aussi souriante que l'association de Johan le Bourguignon et de Romuald le Franc-Comtois. Ah, si seulement. Lundi, elles sont revenues des camps de la mort. Comment est-ce qu'on allait faire pour dire aux familles qu'elles étaient mortes toutes les autres? C'est ça qui a été dur. De toute façon, ce qui m'a aidé, c'est mon jeune âge. Survivantes de Ravensbrück, elles ont été accueillies en Suisse après-guerre. Retrouver des amitiés nous a aidés énormément. Les souvenirs n'ont jamais voulu partir. Le retour à la vie, lundi, après le soir 3, sur France 3 Franche-Comté. Il m'a dit, maman, ce costume-là, ça va booster ma carrière. Booster? Ben oui. J'aime beaucoup les jeunes qui me boostent. Comment tu le trouves? En ce moment, profitez du prêt personnel 7LM au taux de 2% sur 24 mois pour réaliser vos projets. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. Mon dentifrice est incroyable. Il est doux et efficace à la fois. Sous son étonnante douceur se cache une vraie force de protection. Voici Zendium. Zendium contient des enzymes et des protéines qui boostent les défenses naturelles de votre bouche pour combattre les bactéries responsables de caries, de problèmes de gencives et de sensibilité dentaire. Et tout ceci sans agent antibactérien. Maintenant, mon dentifrice est doux et efficace à la fois. Zendium, le premier dentifrice qui booste les défenses naturelles de votre bouche. Aujourd'hui, une dépression polaire envahit notre pays. On grelotte à l'ouest, on grelotte à l'est et on frissonne partout ailleurs. Eh ben, elle est bien froide cette carte. Elle te ferait pleurer une cigale. Et les copains, vous auriez pu forcer un peu sur le jaune, vous allez me le déprimer là. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Nouveau format, 50 centilitres. Maintenant, le sud existe aussi à emporter. Samedi, vous avez rendez-vous avec Arnaud Lefebvre depuis le zoo. Avec les girafes, les malaouis, un bébé girafon. Pour le meilleur de Pourquoi chercher plus loin auprès des animaux. On va voir des animaux plus familiers. Des chevaux, des moutons et des chiens de traîneau dans des décors féeriques. Lui, il est croisé ski Malamute. Du Jura blanc à la Roche de Solutré en passant par Avalon. Pour voir la vie en rose, pourquoi chercher plus loin? Eh bien, voilà. Pourquoi chercher plus loin? Nos amis les bêtes, samedi à 11h30 sur France 3 Franche-Comté.
Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3 et sur nos pages Facebook pour la suite de cette édition spéciale de Dimanche en politique en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, pour le premier anniversaire de la grande région, c'est Marie-Guide Dufay qui est notre invitée. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Alors avant votre interview, je vous propose tout d'abord, de l'actualité oblige, de faire un détour par la Saône-et-Loire où un dramatique accident de car a provoqué la mort de 4 personnes ce matin à Charolles sur la route Centre-Europe Atlantique. On dénombre également 27 blessés. On rejoint tout de suite en direct sur place Olivia Villamy. Bonjour Olivia. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances de cet accident ? Oui, ce qu'on sait, c'est que ce bus transportait 32 voyageurs, des ressortissants portugais. Le bus a quitté la route vers 4 heures ce matin. Il a effectué plusieurs tonneaux avant de se retrouver dans le fossé, derrière la glissière de sécurité. Bilan provisoire, donc 4 morts, 3 blessés graves et parmi eux, un bébé qui a été transporté immédiatement à l'hôpital le plus proche. Les causes de l'accident restent à déterminer, mais on pense que le verglas a joué un rôle très important. Les 2 chauffeurs du bus qui sont sortis indemnes de l'accident vont être interrogés dans les prochaines heures. Un accident qui a eu lieu, je le rappelle, sur la RCEA, une route qui est réputée pour sa dangerosité, une route qui a pourtant été préalablement salée. La RCEA qui va dans quelques minutes rouvrir à la circulation et il faudra redoubler de vigilance puisque, comme vous le voyez, la neige a repris. Merci Olivia, bien sûr on reviendra sur cet accident dans nos éditions régionales à midi. Marie-Guide Dufay, une réaction, cette route reste extrêmement dangereuse malgré les investissements du Conseil régional et de l'État. Moi je pense déjà aux familles qui sont vraiment très, très éprouvées, je pense aussi aux secours qui se sont énormément mobilisés cette nuit. Cet axe routier qui est très insécure effectivement fait l'objet de toute l'attention de l'État, de la région et des collectivités. Nous sommes sur un programme d'aménagement de 2 fois 2 voies de 500 millions d'euros et pour lesquels vraiment nous faisons le maximum. J'avais même proposé à l'État une avance de la région pour qu'on accélère les choses, mais l'État a été au rendez-vous. Donc cet axe fait l'objet de toute notre attention, même si là je vois que c'est quand même les conditions de météo qui sont à l'origine. Mais c'est un axe très très insécure, nous le savons, et les travaux sont engagés et nous ferons tout pour les accélérer, même si ce terme d'accélération est impropre. On attend depuis si longtemps. Il y a beaucoup d'attentes, effectivement. Ouais. Alors revenons à la politique. Vous avez vu le reportage de Catherine Emziri sur le déroulement de votre première année de mandat. Vous le commenterez. Nous reviendrons ensemble sur les principales étapes de cette année passée, sur l'avenir aussi. Et puis les téléspectateurs, les internautes vous interrogeront directement grâce à vous, Sophie Courageau. Oui, Eric, on va jouer tout au long de cette émission l'interactivité avec vous qui êtes derrière votre petit écran. Vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag #DimpleBFC comme Bourgogne-Franche-Comté. Et puis cette émission est également retransmise en direct sur nos pages Facebook de France 3, Bourgogne et Franche-Comté. Là aussi, vous pouvez déposer vos questions dans les commentaires et nous les poserons à Marie-Guide Dufay. Alors tout d'abord, Marie-Guide Dufay, quelques mots sur le reportage de Catherine Emziri. Est-ce que vous l'avez trouvé fidèle à ce que vous avez vécu pendant un an? Oui, je l'ai trouvé intéressant, très très intéressant, avec des reportages notamment sur l'économie, sur l'agriculture, sur les transports qui sont très percutants et qui reflètent bien les problématiques, les enjeux. J'aurais probablement insisté sur d'autres choses. Vous avez eu un prisme très lié au fonctionnement de l'Assemblée et aux difficultés qu'il y a pu y avoir dans cette assemblée. C'est là où nous sommes le plus présents, c'est vrai. Voilà, oui, tout à fait. Je le comprends, cela fait partie du jeu. Moi, j'aurais davantage insisté sur les mesures que nous avons prises au niveau de l'emploi, pour booster l'emploi, pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de demandeurs d'emploi qui soient formés, pour monter une nouvelle filière dans notre région, par exemple autour de l'hydrogène, enfin sur des mesures concrètes. Mais c'est un reportage qui a vraiment le mérite de poser les enjeux pour les téléspectateurs. Alors, on vous entend dire au début du reportage, vous dites à vos équipes, il faut rester cool. Alors, pourtant, l'année, elle n'a pas été très simple pour vous, entre votre opposition, qui ne vous fait pas de cadeaux, la nouvelle collectivité, la réorganisation. Oui. Vous n'avez jamais craqué, vraiment? Vous êtes toujours resté cool? Alors, je ne sais pas si cool est le terme, mais je suis profondément habitée par les convictions. J'ai envie de faire le maximum pour ce territoire. Je crois en un grand avenir pour la Bourgogne-Franche-Comté et j'ai envie de mobiliser toutes nos forces. Et je vois que j'ai une équipe qui est sensationnelle. J'ai une équipe d'élus qui en veut.
une majorité qui peut sembler courte et qui est en fait extrêmement solide. Donc si vous voulez... Courte. Oui, mais qui est solide, c'est ça l'important. Et elle est solide parce que nous débattons. Et ce qui est important, c'est véritablement que nous nous fixions le cap et que nous mettions en œuvre ce que nous avons décidé de faire sur les 3 grandes priorités. Et c'est cela qui compte, c'est l'emploi, c'est l'environnement et c'est la fraternité, une région fraternelle. C'est très important. Alors, si l'on en croit les syndicats des agents du conseil régional, hein, les agents, eux, ils n'ont pas vécu une année très, très cool, pour reprendre l'expression. La CFDT, la CGT, FO ont signé un préavis de grève pour jeudi prochain, le 12 janvier, date de la prochaine session. Ils sont exaspérés, disent-ils. Alors, comment se fait-il qu'ils en soient encore à attendre de savoir ce qu'ils vont devenir un an après la mise en place de cette région ? Tout simplement parce que j'ai choisi la méthode du dialogue et non la mesure autoritaire qui consiste à asséner les choses. Mais c'est long. Le dialogue, oui, mon opposition me dit que c'est long et les représentants des salariés me disent que je suis brutale. Donc il faudrait trouver quand même l'équilibre. Moi, je me suis engagée sur le fait de ne pas imposer de mobilité géographique, c'est-à-dire de ne pas imposer aux agents qui travaillent à Besançon d'aller à Dijon et vice-versa, premièrement. La loi fait que les salaires ne bougeront pas. Et je m'engage au niveau des indemnités à ce qu'effectivement, il n'y ait pas non plus de baisse pour les régimes indemnitaires. Nous abordons une phase de négociation compliquée qui va devoir se dérouler toute cette année sur justement l'harmonisation des régimes indemnitaires qui n'étaient pas les mêmes, l'harmonisation des temps de travail qui n'étaient pas les mêmes, l'harmonisation des avantages sociaux. Donc il y a une sorte de pression et d'affirmation avant cette négociation. Mais je le redis, les engagements que j'ai pris seront tenus. Pas de mobilité imposée et puis le régime indemnitaire qui restera, où il n'y aura pas de baisse de salaire et donc de baisse de pouvoir d'achat pour les uns et les autres. Marie-Guide Dufay, on a une question d'un internaute, Jean-Pierre. Il se demande s'il n'y aurait pas une différence entre vos déclarations et les actes que vous avez posés ces derniers temps. Eh bien, pour moi, il n'y en a aucune, puisque je répète les engagements que j'ai pris. Il n'y a pas de mobilité géographique imposée pour les agents. La loi fait qu'il n'y aura pas de problème de salaire, bien entendu. Et au niveau des indemnités, je l'ai dit, il n'y aura pas de baisse des indemnités pour les uns et les autres à la faveur de cette fusion. Ce qui est compréhensible de la part des questionnements des agents, c'est qu'effectivement, comme on a pris du temps, tout le monde aujourd'hui n'est pas encore complètement précis et sûr sur l'affectation dont il va faire l'objet. Hein. Et donc nous avons commencé à faire les affectations des directeurs généraux adjoints, ensuite des directeurs de service, des chefs de service, et puis maintenant effectivement c'est l'ensemble des agents. Et à partir du moment où vous aviez 2 organigrammes et qu'il n'y en a plus qu'un, il y a forcément des changements. Les choses ne peuvent pas rester statiques. Et le changement, il fait toujours peur, il inquiète. Donc moi, je comprends parfaitement. Et c'est par rapport à ces inquiétudes que j'ai choisi la méthode du dialogue. Et le dialogue, il prend du temps. Donc non, il n'y a aucune différence entre ce que j'ai annoncé et ce qui se met en œuvre. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas les inquiétudes des agents. Vous pensez encore pouvoir éviter la grève ? Vous allez les rencontrer, là, les... Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que ils aient le sentiment que le dialogue est maintenu. Donc je rencontrerai effectivement les représentants des organisations syndicales avant l'Assemblée budgétaire. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si ce sera de nature à enlever le préavis. Peut-être que non. Mais vous savez, on est dans une période de tension qui me semble normale. J'entends les inquiétudes. Je redirai bien ce qui m'anime. Et quand ce qui m'anime, c'est vraiment le dialogue et le souci du respect des uns et des autres, des compétences des agents, puisqu'on leur demande de se positionner sur des postes en fonction de leurs souhaits, de leurs compétences, et qu'on ajuste les choses par le dialogue, il me semble qu'on devrait finir par gommer les inquiétudes. Parce que vous avez entendu, on l'a vu notamment également dans le reportage, les syndicats ont des mots durs. Hein. Alors même dans la presse byzantine, il y en a un qui dit c'est le bordel, l'autre qui dit voilà, les élus ils se sont augmentés très rapidement de 20%, ils ont très rapidement augmenté le prix de la carte grise en Franche-Comté. Alors pourquoi nous on attend toujours ? Mais si j'avais été très vite,
je pense que j'aurais eu des réactions encore plus raides. Parce que je vois dans d'autres régions, ça se passe autrement. Je pense qu'on est la région qui, effectivement, peut-être prend les plus grands moyens du dialogue. Et le dialogue, c'est le temps. Donc, je l'assume. Marie-Guy Dufay, on a un internaute qui nous envoie une question sous le pseudo Le Mécontent. Il se demande où sont les économies promises avec la fusion. On a augmenté la carte grise, on a augmenté les élus, on fait des réunions des deux côtés, on bouge, on circule. Est-ce qu'il y a vraiment des économies aujourd'hui? Les économies, elles sont en train d'arriver sur le plan des charges de fonctionnement de la région, sur les dépenses de gaz, d'assurance, de logiciels, puisqu'on a des choses communes, et on a des économies qui se mettent en place. Au niveau des chiffrables, oui, aujourd'hui, on a 2 millions d'économies sur des charges de fonctionnement administratif à partir du moment où on a une contraction, une mutualisation de nos moyens sur les achats d'assurance, les achats de gaz et d'électricité, sur des logiciels en matière de, notamment d'informatique. Bon, j'ai toujours dit que le but de la région, je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours assumé, que le but, c'était vraiment de booster notre économie, parce que derrière notre économie, c'est le développement des emplois, et c'est ça dont on a besoin. Et que le but de cette région, c'était de sortir de la petite taille de chacune des régions et de faire, avec la fusion de nos points forts, de nos compétences en matière industrielle, en matière agricole, en matière de recherche, de faire de cette région une région qui booste l'emploi. C'est ça pour moi, c'est le développement économique. C'est ça qui est prioritaire. On va en parler. Alors, en prévision de cette émission, nous sommes allés demander leur avis aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes précisément allés dans les rues de Besançon et de Dijon pour leur poser 3 questions. Alors, voici la première. Elle vous concerne personnellement, Marie-Guy Dufay. Connaissez-vous Marie-Guy Dufay? Oui. C'est la présidente du conseil régional. Marie-Guy Dufay. C'est qui? Je ne connais pas. Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne connais pas du tout. Je pense que ça doit être une femme politique en Bourgogne-Franche-Comté, non? Connaissez-vous Marie-Guy Dufay? Que pensez-vous d'elle? Ah, je connais pas. Du tout. Désolé les gars. Heureusement, oui, c'est la présidente de région. C'est la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Que pensez-vous d'elle? Je sais pas, parce qu'elle est du PS. Elle paraît pleine de bon sens, donc je pense que ça devrait bien se passer avec elle, quoi. Je trouve que c'est une présidente extraordinaire qui a de l'écoute. Que pensez-vous d'elle? Je la connais pas, alors je vais pas. Je suis désolé. Alors, ça n'a pas vraiment valeur de sondage, bien sûr, mais est-ce que ça vous surprend qu'on vous connaisse aussi peu dans les rues de Besançon ou de Dijon? Oh, écoutez, je pense que je suis effectivement plus connue dans les rues de Besançon que dans celles de Dijon, encore plus connue en Franche-Comté qu'en Bourgogne. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps en Bourgogne, ce qui est d'ailleurs très très agréable parce que ça me permet de découvrir des territoires et au fur et à mesure de cette découverte, de voir toutes les complémentarités entre Bourgogne et Franche-Comté. Il est normal, il faut du temps pour se faire connaître. Est-ce que ça ne traduit pas aussi une méconnaissance de l'institution conseil régional de la part des habitants? Probablement, on le dit toujours. Et puis c'est compliqué d'appréhender une région avec des compétences qui sont beaucoup plus de l'ordre stratégique que de l'ordre de la proximité. Donc ça a toujours été compliqué de faire connaître et les compétences de la région, à quoi ça sert la région. C'est vrai. C'est pour cela qu'avec mon équipe, nous multiplions des temps d'échange avec les habitants. Les cafés-débats qui sont fustigés par certains. Pour moi, c'est vraiment la façon d'aller à la rencontre des gens puis de leur dire, ben voilà, on vient de tenir une assemblée, voilà ce dont on a discuté, voilà les enjeux du moment et on vient en discuter avec vous. Allez, nous retournons dans les rues à Besançon et à Dijon pour une question sur le fond, cette fois-ci, sur l'importance de l'action menée par le conseil régional et ses priorités. Qu'attendez-vous de la région sur ses principales compétences, économie, les transports, les lycées? C'est une question difficile. L'économie, peut-être qu'on essaye de développer un peu plus l'apprentissage et ces choses-là pour que les jeunes puissent trouver du travail. J'attends surtout au niveau social. Au niveau de l'emploi pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est énormément difficile de trouver du boulot après 5-6 ans d'études. Voilà. Que le Nord Franche-Comté continue à développer l'automobile et tout ça, que le Haut-Doubs redevienne quand même le pays horloger par préférence. Qu'ils nous baissent un peu nos impôts si c'était possible.
Je trouve qu'en fait, c'est le TER, en tout cas, ils ont été dépassés par le système de bus. C'est légèrement plus long et beaucoup moins cher. Donc, ils ont pris un retard assez conséquent. Forcément, en tant qu'étudiant, on aimerait bien que les transports ne soient pas trop chers. Je pense que les lycées sont encore pas assez rénovés. On se sent bien, mais c'est encore pas ça. Et puis je pense que la région pourrait s'améliorer là-dedans. Moi, je l'ai quitté cette année, donc bon, j'y attends plus grand-chose. Il faut quand même qu'elle investisse, parce que c'est quand même assez important, surtout qu'après, notre orientation, c'est vraiment notre avenir. Alors investir dans les lycées, Marie-Guy Dufay, là, il n'y a pas de remise en cause? C'est une priorité. C'est une priorité et nous avons un engagement de 100 millions d'euros par an pour moderniser les lycées, pour les numériser, pour les rendre accessibles, pour favoriser aussi ce qu'on appelle la transition énergétique dans ces lycées et faire en sorte que, à la faveur de travaux d'efficacité thermique, ils ne soient plus les passoires qu'ils sont, ce qui permettra aussi de réduire leurs charges. Nous avons un engagement, une ambition là très très forte et qui se double d'une ambition d'être aux côtés des familles en termes de pouvoir d'achat, gratuité des manuels scolaires maintenus, et nous allons aller vers des tarifications sociales progressives pour les cantines et les internats. Alors plus globalement, on voit l'importance que revêt l'emploi. Vous en avez fait aussi une de vos priorités. Vous affirmez, je crois qu'il y a eu 12 000 formations supplémentaires. Est-ce que vous les avez évaluées? Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'elles vont bien au bon endroit? C'est ce que demande le MEDEF notamment. Il dit qu'il faut adapter vraiment les formations. Le problème numéro 1 au niveau économique, c'est effectivement peut-être celui-là, celui de l'orientation. Comment on fait en sorte pour que les jeunes aillent dans les bonnes filières, les filières qui trouvent absolument des débouchés, alors que nos entreprises, qui certes connaissent un taux de chômage encore trop important, mais en même temps, leur problème numéro 1 aux entreprises aujourd'hui, c'est de trouver le personnel dont elles ont besoin. Donc on a un taux de chômage inacceptable et en même temps on a des entreprises qui ne trouvent pas. Donc il y a un problème d'orientation, c'est fondamental. Donc nous faisons le maximum dans cette région pour sensibiliser les parents, les jeunes au fait qu'il y a un avenir dans les métiers de l'industrie. J'avais en Franche-Comté promu une campagne publicitaire qui s'est traduite sur les écrans de cinéma avec des jeunes qui témoignent. On va continuer avec le recteur, les deux recteurs, avec le rectorat, je veux dire. On travaille vraiment sur cette question du lien entre orientation et entreprise. C'est absolument central. Et puis, il y a aussi la question du développement de l'apprentissage. Nous sommes la région qui a le plus fort taux d'apprentis de toutes les régions de France, mais nous voulons encore aller plus loin. Et je viens d'apprendre, entre Noël et Jour de l'An, que nous étions retenus comme région expérimentale pour aller au-delà de l'âge limite de l'apprentissage, donc de 25 à 30 ans. Et je pense que c'est une mesure qui est très attendue par les entreprises parce que des jeunes de 25 à 30 ans ont aussi une maturité, une expérience qui peut être intéressante pour tous ces métiers qui sont en tension. Sophie Courageux. Beaucoup de questions nous parviennent sur les trains. Les TER, beaucoup d'inquiétudes chez les internautes. Jean-Claude qui nous dit ne supprimez pas les trains dont nous avons besoin. Jamais. Une inquiétude de Magali qui trouve qu'on supprime trop de trains en ce moment entre Dijon et Châlons sans prévenir les gens qui sont abonnés. Oui. Les seuls trains qui sont supprimés aujourd'hui, c'est en raison des travaux qui sont faits. Et on n'a pas encore trouvé les moyens de continuer à faire circuler des trains quand il y a des travaux sur les voies. Il y a des travaux importants. Donc les seuls trains qui sont supprimés, c'est pour ce motif-là. Alors après, qu'il y a un défaut d'information, que les usagers ne soient pas suffisamment au courant, c'est possible et à ce moment-là, je le regrette là. Mais pourtant, nous faisons vraiment beaucoup pression sur la SNCF pour que le maximum d'informations soit donné. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en période de négociation avec la SNCF pour une convention, puisque nous avons des conventions qui nous unissent régulièrement avec la SNCF et que nous sommes en train de la renégocier, cette convention, avec un objectif majeur, plus de trains. Nous croyons en l'avenir du train dans cette région, qui d'ailleurs... Même sur la ligne des Hirondelles, question de Kevin, quel est l'avenir de cette ligne ? La ligne des Hirondelles, c'est moi qui l'ai portée dans le contrat de plan il y a 2 ou 3 ans, alors que les collectivités locales n'étaient pas forcément complètement convaincues, parce qu'il y a besoin de travaux très importants sur cette ligne. Cette ligne ne doit pas fermer, que petit à petit, on lui trouve une destination plus touristique que celle qu'elle a aujourd'hui, avec un mode d'exploitation différent, c'est possible. Elle ne fermera pas cette ligne.
C'est une ligne qui est fondamentale pour l'attractivité de notre Quitte à ce que la territoire. région la reprenne. Quitte à ce que, je ne sais pas si la région a vocation à la reprendre, mais on peut trouver un autre mode d'exploitation à la faveur de l'ouverture à la concurrence. Et là aussi, nous voulons être région expérimentale. J'ai dit que nous étions région expérimentale sur l'apprentissage jusqu'à 30 ans, et nous voulons être expérimentaux sur l'ouverture à la concurrence qui, normalement, est prévue pour 2023. Mais nous faisons partie des quelques régions qui sont volontaires pour qu'il y ait un projet de loi qui permette de démarrer cet appel à la concurrence dès 2019. C'est ce qu'a dit le premier vice-président d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure, Michel Nognaud. Alors il y a un transfert aussi de compétences sur les réseaux interurbains de bus cette fois-ci. Alors il y a eu des accords signés entre la région et tous les départements sauf la Haute-Saône. Oui. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Non, mais la négociation est compliquée, elle va finir par aboutir. Ce qui est important, c'est de bien savoir que ces transports, c'est surtout le transport scolaire. Il y a d'une part le transport scolaire, d'autre part les lignes interurbaines. Et sur le transport scolaire, il y a une attente phénoménale des familles, une inquiétude de se dire, mais passant du département à la région, qu'est-ce que ça va donner ? J'ai même entendu, la région, elle ne sait pas faire, les départements savaient très bien faire. Et nous sommes dans une discussion qui est constructive avec les départements. Alors, elle a commencé de façon difficile parce qu'on a commencé par discuter les bases financières, donc c'est toujours très sensible. Mais maintenant, nous avons trouvé des accords entre départements et régions pour que dans les 6 mois qui viennent, puisque c'est au mois de septembre prochain, à la rentrée que nous prendrons cette compétence, le service soit le mieux possible. Les familles... Mais dans certains départements, c'est gratuit, dans d'autres, c'est à l'époque. Vous allez harmoniser tout ça ? Petit à petit, nous harmoniserons. Ce qu'il faut dire aux familles, c'est que dans un premier temps, là où elles sont, ça ne changera rien pour elles. Jusqu'en septembre ? Non, mais à partir de septembre, pour la première année, ça ne changera pas. Stabilité. Et puis les agents qui s'occupent des transports seront toujours au même endroit, ce qui veut dire que les familles pourront continuer à les contacter dans la proximité, parce que ça a souvent été un souci de dire « Oh là là, les agents qui connaissent les problèmes auxquels on s'adresse, ils vont être à la région, ça va être compliqué. » Non, ils resteront là où ils sont. Et puis petit à petit, nous prendrons les moyens d'améliorer le service par le haut et partout, de Lyon au territoire de Belfort, du Jura à la Haute-Saône. Donc, mais les choses se feront progressivement. Sophie Courageau, d'autres questions des internautes ? Question sur l'aéroport de Dole. Certains trouvent qu'il est en perte de vitesse. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un jour une région sans aéroport ? Écoutez, cet aéroport qui aujourd'hui la question d'Alexandre fonctionne sur des objectifs très touristiques. Hein. C'est pas l'aéroport de la région, c'est un aéroport qui permet surtout aux Côtes-d'Oriens et aux habitants du Doubs d'aller dans des conditions extrêmement intéressantes, passer des vacances dans le sud, Maroc, Portugal, etc. Et moi, j'ai toujours regretté... C'est pas votre tasse de thé, ça. Hein, j'ai toujours regretté qu'en sens inverse, il n'y ait pas effectivement des gens du sud ou du nord, mais pour l'instant, il n'y a pas de destination au nord, qui viennent tout simplement dépenser leur argent dans notre région, parce que c'est quand même ça le but du jeu. Le président du conseil départemental du Jura qui gère cet aéroport sait très bien que la région est en train de prendre les moyens de mettre à plat la question de tous les aéroports sur la région, parce qu'il n'y a pas que Doltavo, même si Doltavo est un aéroport effectivement très conséquent. Et dès le mois de janvier, là, j'ai une réunion avec toutes les parties prenantes de tous ces aéroports pour les tenir très au courant de l'audit que nous sommes en train de mener, qui sera terminé à la fin du semestre, et à partir duquel nous pourrons engager un travail solide, avec des fondements solides, avec notamment le département du Jura. Mais je le dis tout de suite pour le département du Jura, une représentante du département du Jura, Madame Pélissard, qui est vice-présidente au département du Jura, sera présente c'est pas la semaine prochaine, c'est à la fin du mois, à ce comité de suivi que je mets en place. Donc c'est pour dire que je mets en place les conditions du dialogue, là aussi, parce que sans dialogue, on n'arrive à rien. Et petit à petit, les choses se mettront en place. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de cet aéroport ? On veut continuer à ce que les gens aillent massivement vers le sud et que personne ne vienne en Bourgogne-Franche-Comté ? On veut ouvrir des destinations vers le nord ? Quelle fonction on veut lui donner ? Il faut qu'on arrive à objectiver les choses, à trouver un modèle économique, à quel prix, comment,
c'est pas des choses qui se résorbent très facilement. J'ai besoin de cet audit pour avoir des fondements solides pour discuter de cette question. On va continuer à suivre ce dossier. Sophie, d'autres questions? Une question de Bernard. 2 régions pauvres peuvent-elles faire une région riche? Et alors on se demandait si la Bourgogne était pauvre et comment elle pouvait faire, et si la Franche-Comté était pauvre et comment elle pouvait faire. Jamais cette question ne venait. Hein. Et donc moi je suis persuadée que nous avons des complémentarités très fortes. Nous avons sur le plan économique une industrie. Nous faisons partie des régions de France les plus industrielles qui croient en leur industrie. Je crois qu'aujourd'hui l'économie très percutée par les mutations technologiques, les mutations numériques, mais en même temps, l'économie ne peut pas se développer hors d'une base productive et hors d'une base industrielle. Et cette base, nous l'avons, et nous l'avons pour des produits de qualité. Nous avons vocation. Et moi, c'est mon ambition. L'industrie continue à perdre des Nous emplois. avons vocation, et c'est mon ambition, à ce que Bourgogne-Franche-Comté, ça soit l'équivalent dans plusieurs années en termes industriels de la Suisse ou de l'Allemagne, avec des productions de haute valeur ajoutée, que ça soit dans les microtechniques, dans l'automobile, dans la mécanique, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire. Nous avons cette vocation-là. Et donc, nous allons travailler à la faire vivre, cette vocation. Il y a des emplois qui se perdent, oui, et il y a des emplois qui se créent. Regardez sur l'aéronautique, hein, parce que nous avons une position très forte en matière aéronautique dans cette région. Regardez sur le luxe, regardez sur les microtechniques, regardez sur la santé, qui est un des fleurons de Besançon et de Dijon. Les entreprises de la santé, il y a un marché mondial. Donc il faut absolument tout faire pour faciliter l'accès à ce marché mondial. Allez, direction une dernière fois les rues de Dijon et de Besançon pour écouter les citoyens de la région. Quel regard personnel ont-ils sur cette nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté? Regardez. Vous sentez-vous citoyen de Bourgogne-Franche-Comté? Je me sens plus en Bourgogne que Bourgogne-Franche-Comté comme c'est nouveau. Non, pas du tout. Non, je me sens pas du tout de la Bourgogne déjà. Je suis franc-comtois de pure souche. Alors je me sens bourguignonne, mais je me sens pas trop franc-comtoise. Je trouve que pour l'instant, il n'y a pas encore trop de liaisons. Citoyen de Bourgogne-Franche-Comté, je sais pas. Après, j'aime bien la Bourgogne, je suis fier d'être bourguignon, mais voilà, c'est rien de plus que ça. Bah ouais. Ouais quoi? Parce que c'est beau. Je me sens bien ici et puis comment? La région est là pour nous et puis ils font tout ce qu'il faut pour les jeunes. Ouais, moi je me sens citoyen. Oui, je me sens pleinement citoyen de Bourgogne-Franche-Comté. Il fallait bien regrouper ces régions qui étaient vraiment trop petites. Moi, ce que j'aime bien, c'est le pinard et le bon fromage, donc je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà. Alors Marie-Guide Dufay, heureusement qu'il y a le vin et le fromage pour unir les Bourguignons et les Francs-Comtois. Bah écoutez, voilà, c'est très important. Très ça important. Compte. Oui, le tourisme aussi. Hein, je pense que le tourisme va être un facteur de lien entre les deux ex-régions. Je pense aussi profondément à la culture, au sport, les manifestations sportives, et c'est pour cela que je fais un effort particulier sur la culture et sur le sport. Le budget de la culture va augmenter, c'est assez significatif. Pour moi, c'est un facteur de lien, de partage, d'union. Mais tout cela prendra bien sûr du temps. Sophie ? Question sur la citoyenneté. Le territoire de Belfort, question de Rennes, qui se sent un petit peu délaissé en me disant vous ne vous occupez pas suffisamment du territoire de Belfort. Vous avez favorisé Besançon, aujourd'hui vous favorisez Dijon. Le petit territoire se sent abandonné, apparemment, selon certains internautes. Je ne sais pas, internautes. c'est une expression que vous venez de capter, parce que quand je vais dans le territoire de Belfort, avec des investissements conséquents que nous sommes en train de mettre à la fois sur la réouverture d'une ligne ferroviaire, y a-t-il en France d'autres réouvertures de lignes ferroviaires comme l'ouverture de Belfort-Del? Nous sommes en train de mettre un financement considérable sur l'éco-campus pour l'université technologique de Belfort-Montbéliard et l'université de Bourgogne-Franche-Comté sur Belfort. Je n'ai pas le sentiment que nous sommes à côté et que nous tournons le dos au territoire de Belfort, qui en plus est le poumon industriel de cette région industrielle. Un mot sur le fameux logo. Est-ce que vous avez compris cette polémique ou est-ce que pour vous, les gens qui ont critiqué ce nouveau logo de la région Bourgogne-Franche-Comté ont confondu logo et blason? Écoutez, je ne sais pas. J'ai un peu de mal avec cette
ces discussions. Ce logo, pour moi, je l'ai voulu simple, clair, sobre, avec un objectif, le trait d'union. Hein, il y a plusieurs traits d'union. C'est le trait d'union entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Il est sobre parce que ce qui compte pour moi, c'est vraiment le fond. Le fond, les sujets, je le répète, l'emploi, la transition énergétique, une société fraternelle. Bon. Alors après, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'image, mais je l'ai voulu qu'il n'y ait pas d'image, c'était pas possible. Certains regrettent les drapeaux, voilà, qui ne figurent pas, les 2 anciens drapeaux des régions. Le drapeau, il y en aura. Je suis en train de faire travailler les sociétés chartistes, et je vais les rencontrer prochainement. Et il y a des experts en matière d'histoire qui sont en train de réfléchir à l'union des 2 blasons de Bourgogne et de Franche-Comté. Et ça pourra être l'objet du drapeau. C'est le drapeau du territoire, c'est pas le drapeau de l'institution du conseil régional. Et bon, donc il peut y avoir cette confusion-là. Mais ceux qui souhaitent avoir le blason, ils pourront l'avoir. Ils le garderont. Oui. Alors, il nous reste 1 minute. L'avenir de la région, il dépend aussi de l'avenir de la France. Il va y avoir les élections présidentielles cette année. Vous ne vous êtes pas encore prononcé en tant que socialiste pour l'un ou l'autre des candidats, alors que la primaire, c'est dans quelques jours. Vous n'avez pas de préférence? Je ne vous cache pas que la situation est assez complexe. Et moi, je ne me situe pas, en général, en direction des personnes, mais en direction des projets. Ça fait pas longtemps qu'on connaît les programmes des uns et des autres. On ne connaît pas d'ailleurs complètement comment ils vont financer ces programmes. Donc moi, pour me prononcer publiquement, officiellement, j'attends les débats. Je pense que les débats seront déterminants. J'irai bien sûr voter à la primaire, mais alors en espérant qu'ensuite, l'intelligence prévaudra pour qu'il y ait un rassemblement de la gauche qui protège, la gauche qui tient compte de la complexité du monde dans lequel nous sommes, une gauche qui est aussi qui s'inscrit profondément dans l'Europe. Et je compte sur cette intelligence pour qu'il y ait un rassemblement le plus large possible. Merci Marie-Guilde Buffet. Nous arrivons déjà, ça passe très vite, au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux téléspectateurs et aux internautes. Très bonne année. Très bonne année à tous. Voilà, qui nous ont envoyé beaucoup de questions. On n'a pas pu tous les relayer, malheureusement. Effectivement, mais en tout cas, merci à vous, Sophie Courageux, de les avoir quand même relayés. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur nos sites internet. Dimanche en politique se poursuit après le flash régional, bien sûr. On revient largement sur cet accident de car en Saône-et-Loire. Bon dimanche à tous. Clermont-Ferrand, la perturbation qui s'estompe donc et qui glisse encore donc en direction du sud et de la région Rhône-Alpes. Alors résultat, eh bien sur le centre-est, on a encore effectivement 7 départements vigilants.